Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à automatiser la création de rapports sur vos états de flux de trésorerie. Et tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Alors pour créer un fichier de gestion des flux de trésorerie sur Excel, en utilisant bien sûr des macro-commandes pour automatiser les différents éléments, nous allons devoir créer tout d'abord une base de données. Alors voilà la base de données qu'il vous faudra. Alors on va mettre ici le nom, transaction, on fusionne la cellule. Ensuite, la référence de chacune des différentes transactions, la date de ces transactions, la catégorie de la transaction. Est-ce que c'est un encaissement? Est-ce que c'est finalement un paiement? Ensuite, la description de cette transaction, le type de paiement, carte bancaire, virement, espèce, encaissement ou décaissement. Alors là, il faudra bien sûr choisir. Dès lors qu'il y aura un encaissement, ça sera bien sûr dans la case encaissement. Et dès lors que l'on va payer quelque chose, ça sera bien entendu dans la case de décaissement. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire un tableau assez brut de flux de trésorerie avec l'ensemble des différents détails. Donc pour ce faire, je vais me placer ici dans ma cellule J4. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un titre que je vais appeler comment? Je vais l'appeler flux de trésorerie d'exploitation. Je vous donne bien sûr un template de présentation. Vous pouvez naturellement, et vous devez même, modifier certains éléments pour les adapter à votre structure propre. Donc, une fois qu'on a cet élément-là, je diminue un petit peu le retrait de la colonne J ici, et je vais éventuellement augmenter ici la taille de ma colonne K. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais me placer un petit peu en dessous, et dans ces flux de trésorerie d'exploitation, nous allons avoir plusieurs éléments. On commence bien sûr par les encaissements. Dans les encaissements, qu'est-ce que nous allons avoir? Des sous-catégories, c'est pour ça que je me décale un petit peu vers la droite. On aura les encaissements clients, puis les autres encaissements. Voilà, alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple des subventions ou autres, etc. De points comme ceci. J'appuie sur Entrée et ensuite, une fois qu'on a ces encaissements, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien entendu les décaissements qui vont donc en miroir de nos encaissements. Et là, typiquement, on a 4 grandes catégories. On va avoir le paiement des fournisseurs, le paiement des salaires, le paiement des charges sociales, et enfin, je vais mettre paiement des impôts et taxes. Voilà. Ensuite, tout cela va nous donner quoi? La différence entre les encaissements et les décaissements dans cette partie va nous donner le flux net d'exploitation. Voilà. Une fois qu'on a cette première partie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple, on va démarrer la partie numéro 2. Donc là, on va avoir quoi? Le flux de trésorerie d'investissement avec, alors on va recopier tout simplement, les encaissements ici. Voilà, c'est un peu le même schéma. On va avoir quoi? Par exemple, les achats d'immobilisation. Je vais en mettre qu'un, mais bien sûr, si vous voyez d'autres éléments, n'hésitez pas à les mettre dans votre propre fichier ou éventuellement à modifier celui-ci pour ceux qui y auraient accès. Cession d'immobilisation, pendant bien sûr les différents achats, et cela va nous donner quoi? Cela va nous donner le flux net d'investissement. Voilà. Et enfin, troisième grand point, ça va être quoi? Ça va être les flux de trésorerie
de financement. Voilà, pareil, hein, on aura encaissement, décaissement. Encaissement, on va avoir par exemple l'apport en capital ou éventuellement en compte courant. Compte courant d'associé naturellement. Emprunt contracté. Et ensuite, on va avoir quoi? On va avoir les décaissements. J'en ai mis que 2. Encore, n'hésitez pas à en ajouter. Les décaissements, on va avoir quoi? Le pendant, c'est-à-dire le remboursement d'emprunt et le paiement des dividendes. Voilà, et tout cela va nous donner quoi? Cela va nous donner le flux net de financement. Voilà, donc on a 4 grandes parties dans nos flux de trésorerie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, me déplacer un petit peu comme ceci vers la droite et je vais aller à peu près, donc on y va encore un peu, voilà. Je vais sélectionner ici la première ligne, je vais aller à peu près jusqu'à la colonne AA et je vais mettre du orange. Alors du orange peut-être un petit peu plus foncé, voilà, on va mettre comme ça, avec une police blanche et le tout en gras naturellement. Je répète cette mise en forme pour l'ensemble des différentes lignes. Voilà, et voilà. Et je fais aussi une mise en forme au niveau des différents flux, donc mes petites lignes de différence. On va prendre quelque chose d'orange comme ceci, et cette fois-ci, on va garder une police noire. Voilà. Je sélectionne et je copie tout simplement la mise en forme sur mon fichier. Relativement important. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément? Alors déjà, je vais aérer un petit peu le fichier comme ceci, voilà, pour bien voir les intitulés sans que celui ne rogne sur cette colonne, puisque sur cette colonne, nous allons avoir à chaque fois les différentes années. Par exemple, ici, je vais sélectionner 2026. Donc, pour ce faire, je vais fusionner centrer et on aura par exemple 2026. Ensuite, on aura ici 2025. Là, je le mets en brut, mais bien entendu, nous allons intégrer des formules afin d'automatiser ces différents éléments. Ensuite, je souhaite quoi? Je souhaite obtenir les différents mois de l'année. Donc, pas de souci, j'en insère un seul et ensuite je tire ma formule vers la droite. Je centre l'ensemble des éléments et j'ai donc ici les différents mois qui s'affichent au sein de mon tableau. Donc, pour l'instant, j'ai fait le squelette de ce que je dois obtenir. Voilà en termes de présentation. Maintenant, je vais rajouter un onglet. Donc, mon onglet, je vais le mettre ici tout simplement et je vais l'appeler flux de trésorerie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette fois-ci une mise en forme de ma page. Donc, je vais sélectionner ici la première ligne. Je vais augmenter sa taille tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Je vais dans format de cellule. Dans format de cellule, je sélectionne remplissage, motif et texture. Et là, je vais essayer de créer un petit effet. On va mettre par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On va aller dans autre couleur. Et on va sélectionner quelque chose d'un petit peu orange comme ça. Voilà. Et en couleur 2, on va prendre quelque chose de plus clair. On va aller dans les standards. On va prendre par exemple cela. Voilà. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Donc, on a cet élément, c'est plutôt pas mal. Et je vais descendre ici un petit peu plus bas sur ma page. On va aller à peu près jusqu'à la ligne 50. Voilà. Je sélectionne la couleur que j'avais utilisée ici pour faire un petit dégradé. Et maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer dans la colonne D de mon tableau afin d'y mettre le titre de mon fichier. Donc, flux de trésorerie. Comme ceci. Et je vais éventuellement augmenter la taille de la police de mon titre. Voilà, donc comme ça, on va rester sur du 48, c'est très bien. C'est très propre. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer dans la cellule, je vous propose éventuellement la cellule D3. Et dans la cellule D3, on va mettre l'année, comme ceci, double point, espace, et on aligne tout ça
à droite, on met en gras. Ensuite, je me place ici, je vais mettre la cellule de couleur blanche, voilà, avec une police noire, afin d'y mettre une petite séparation, comme ceci. Donc là, on va avoir la sélection de l'année qui sera faite par l'utilisateur. Une fois que cela est fait, je vais diminuer un petit peu ici la taille de tout simplement la colonne B. Et je vais me placer en ligne 7 et 8 afin d'y intégrer quoi? Afin bien sûr d'y intégrer des cases à cocher, comme ceci, 7 et 8, ça sera nos petites cases à cocher que nous allons mettre ici. Donc au niveau de nos cases à cocher, on va sélectionner quoi? On va prendre maintenant les différents éléments, les différents titres qu'on va affecter. Donc ça sera N-1 pour la première case à cocher et la deuxième, ça sera les détails. Voilà. Alors c'est les éléments sur lesquels l'utilisateur va cliquer. Donc quand il va cocher ici N-1, on verra les chiffres de N-1 et quand il cochera sur le détail, on verra bien sûr le détail se répartir sur la feuille. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant tracer véritablement notre zone de travail. Donc on se place ici, je dirais, dans la cellule D5. On va aller à peu près jusqu'à W comme ceci. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que notre fichier devra prendre l'entièreté du détail. Donc il sera un petit peu long. Une fois qu'on a fait ça, on va descendre à peu près jusqu'à la ligne. On va aller jusqu'à sur du 37, voilà, de cette façon-là. Et ce que je vous propose, c'est bien sûr de mettre ici un fond blanc avec des bordures extérieures noires pour bien montrer la page de travail. Donc là, ça sera notre zone de travail que nous allons éventuellement modifier. Ensuite, on va se placer éventuellement ici, on va mettre les différentes années. Donc là, on va se rester par exemple sur 2025 et on sera ensuite sur du 2026 comme ceci, voilà. On sélectionne les différents éléments. On va tirer à peu près voilà, jusqu'à là. On incrémente notre série. On aura donc une liste jusqu'à 2040 de sélection. Et on a donc notre fichier de cette façon-là. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de rajouter une petite icône parce qu'on va aussi automatiser l'impression de notre fichier. Donc on va prendre une petite imprimante, prendre laquelle on va prendre celle-là. Elle est très bien. Voilà, je l'insère tout simplement. Et je vais l'insérer ici, en dessous des différentes cases à cocher par l'utilisateur. Je vais diminuer un petit peu la taille, voilà, afin qu'on ait véritablement une zone assez claire au niveau esthétique. Voilà donc pour la partie de mise en forme. À présent, nous allons intégrer les différents noms à notre fichier. Donc les noms, où est-ce qu'on les intègre? On les intègre via l'onglet de formule ici. Et on va cliquer sur le gestionnaire de noms. Ça va être très important puisque ça va guider nos différentes macro-commandes. Alors je peux éventuellement diminuer la taille de ma page. Je vais cliquer sur nouveau. Et je vais démarrer par quoi? Par un nom assez simple. Ça va s'appeler ref année, la référence de l'année. Où est-ce qu'on va prendre cette référence de l'année? Ça va être, et je pense que vous l'avez compris, tout simplement la cellule ici, E3. J'appuie sur OK. Voilà mon premier nom. Ensuite, je vais sélectionner quoi? Toujours dans cet onglet-là, je vais dans Nouveau. Et je vais sélectionner ce que je vais appeler la zone d'impression. Voilà. J'enlève cette référence et je sélectionne une nouvelle référence. Ça va être naturellement le cadre blanc que nous venons de créer sur notre fichier, c'est-à-dire la zone de D5 à W37. Voilà pour notre deuxième nom. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais me placer tout simplement dans mon onglet de transactions pour inscrire d'autres noms un petit peu plus complexes à avoir. Donc, on va avoir quoi? On va avoir tout d'abord ici gestionnaire de noms et on va sélectionner nouveau. On va prendre comme nom Trans4. Pourquoi Trans4? Parce que c'est la transaction et c'est la catégorie, tout simplement. Et on va démarrer ici notre formule. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à décaler. J'ouvre la parenthèse. Décaler quoi? La colonne C ici. Mais attention, il faut démarrer à C2. Voilà. Ensuite, point virgule.
1, j'ouvre un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez bien voir, point virgule 1, 2 points virgule, nbval, j'ouvre la parenthèse. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je me déplace un petit peu comme ceci. Je vais sélectionner la colonne A au niveau de la transaction. Et attention, on démarre aussi à A2. Et par contre, on va aller jusqu'à A999 de cette façon-là. Je ferme la parenthèse, je fais -1, point virgule 1, je ferme là encore la parenthèse, j'appuie sur OK. J'ai donc ici la possibilité d'avoir, regardez, ma zone qui est faite de façon entièrement dynamique. Peu importe ce que vous allez ajouter dans votre base de données, celle-ci sera automatiquement sélectionnée par votre format. Et c'est là toute la force de ce format. Maintenant, je vais tout simplement répéter cela pour d'autres noms. Donc je copie cette formule-là, je vais dans Nouveau. Et on va faire pareil cette fois-ci pour les dates. On va l'appeler transdate. Je me place dans la référence, je fais un CTRL-V. Par contre là, je vais modifier. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal cette fois-ci à notre colonne B, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est la colonne des dates. Je pense que ça, vous l'avez parfaitement compris. J'appuie maintenant sur OK. Voilà, donc on va sur Transdate, on regarde, on a bien toutes nos dates de sélection. Petite vérif, c'est toujours bien. Maintenant, je peux resélectionner ces éléments-là, faire un CTRL-C, aller dans Nouveau. Et une fois qu'on a Transdate, je vais faire Trans, Description. Donc, tout simplement, Transdec, comme ceci. Donc, le Transdec, ça va être quoi? Ça va être le décaissement que nous avons ici. Je fais un CTRL-V, et ça ne sera plus la colonne B, ça sera la colonne G, tout simplement. Donc, au lieu d'avoir un B ici, je vais mettre un G. Je reste avec comme référence la colonne A au niveau du nbval. J'appuie sur OK. Je vérifie très rapidement. J'ai bien cette colonne qui est, regardez, en pointillé sur l'intégralité de notre ref. Pourquoi est-ce que je reste sur la colonne A? Parce que justement, si j'étais ici placé sur la colonne G, regardez, il s'arrêterait avant la fin parce qu'il n'y a pas de données de décaissement ici. Une fois qu'on a fait ça, on a fait donc les décaissements. Je pense que vous avez compris quelle va être la dernière plage nommée. Ça va être enc pour encaissement. Je sélectionne ma plage de données, je fais un petit CTRL-V, et là, vous l'avez compris, ça ne sera pas du G, ça sera du F, parce que les encaissements sont dans ma colonne F. J'appuie sur OK. Une fois que j'ai appuyé sur OK, je regarde rapidement, j'ai bien ici ma colonne qui démarre à partir de la 3e ligne et qui se termine à la fin de mon tableau. J'ai donc à présent intégré l'intégralité des différents noms nécessaires à l'automatisation de mon fichier avec les formules et les macro-commandes. Toujours dans cet onglet-là, nous allons donc mettre en place les formules de notre fichier. Je vais faire appel à une fonction très importante, c'est la fonction SUMPROD. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je veux tout d'abord rapatrier le total ici en fonction des différentes rubriques. Les rubriques que j'ai insérées ici sont bien entendu les mêmes rubriques qu'il y a dans les différentes catégories ici dans ma colonne de catégories. Donc on y va, on va rapatrier l'ensemble des différentes données de notre fichier. Je commence ici, donc encaissement client, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à SUMPROD. J'ouvre la parenthèse 2 fois. Et la fonction SUMPROD me permet de calculer une matrice de plusieurs éléments en même temps et d'y insérer plusieurs conditions. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme première condition? Là, je veux tout simplement les éléments de 2026. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'année N. Donc, dans ce cas-là, je vais rapatrier bien sûr l'année de la date de transaction, transdate comme ceci. Je ferme la parenthèse. Première condition, ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal à la référence de l'année, donc ref année, puisque c'est l'année choisie par l'utilisateur. Je ferme la parenthèse. Je continue avec ma matrice. J'ouvre ma parenthèse et on va prendre quoi? On va prendre la catégorie, trans 4. Ça sera notre deuxième
valeur conditionnelle devra être égale à quoi? Elle devra être égale tout simplement à ce que nous avons ici, aux encaissements clients. Donc c'est un deuxième filtre qu'on applique via notre formule. Attention, je vais figer uniquement la colonne en mettant 1$ avant le cas. Je ferme la parenthèse. Multiplication, je réouvre la parenthèse et qu'est-ce que je vais prendre comme donnée? Qu'est-ce que je vais sommer qui va respecter ces deux premières conditions? Eh bien, ça sera tout simplement la somme de nos encaissements. Donc, ça sera tout simplement trans encaissement comme ceci. Je ferme la parenthèse deux fois. Alors, pourquoi est-ce que je précise cet élément-là? Vous allez comprendre, je vais maintenant copier, je vais faire moins, et je vais copier maintenant cette première partie de formule. Somme prod, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Et je vais regarder, qu'est-ce que je vais modifier? Première partie, ça sera le même filtre. On reste toujours en 2026 et on reste toujours dans la référence de l'année. Ensuite, la catégorie, ça sera quoi? Ça sera là encore K6. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut multiplier? Là, on peut ajouter la différence de trans décaissement. Pourquoi est-ce que je fais cela dans la même formule alors que j'ai deux colonnes distinctes? Eh bien, c'est justement pour pouvoir tirer cette formule vers le bas sans avoir à réécrire la différence entre encaissement et décaissement. Là, lorsque nous allons faire la somme de ces différents éléments, automatiquement, les encaissements vont apparaître en plus dans notre fichier et automatiquement, les décaissements vont apparaître en moins dans notre reporting. J'appuie sur Entrée et pour l'instant, nous obtenons ici 0. De cette façon-là, pourquoi? Parce que tout simplement, notre ref année n'est pas saisie. Regardez, si maintenant je me place ici et que je mets tout simplement 2026, là, alors je peux centrer cet élément-là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir le montant ici en euros. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement alors mettre en forme, bien sûr, l'ensemble de mes différentes plages. Donc, on va y mettre un format en euros de cette façon-là. Je peux même mettre éventuellement un format plutôt gras pour bien montrer qu'il s'agit d'un total. Ça peut être plutôt intéressant. Voilà, on tire tout ça vers le bas comme ceci. Hop, voilà. Et maintenant, je peux copier et coller naturellement ma formule puisqu'on a bien nommé les différentes plages de données comme ceci, comme ceci. Voilà. Et voilà. J'ai donc copié l'ensemble de mes différents résultats que nous avons ici et je peux bien sûr modifier les différents intitulés. D'ailleurs, je vais corriger une petite erreur ici. Les encaissements achats d'immobilisation et cession d'immobilisation, c'est plutôt l'inverse. Flux de trésorerie d'investissement, donc on aurait plutôt des décaissements ici et cession d'immobilisation comme ceci. Donc on aurait plutôt ces éléments-là. Alors est-ce que j'ai bien sélectionné l'entièreté de ce que je dois obtenir? Voilà, cession d'immobilisation et ensuite achat d'immobilisation. Toujours garder le même orthographe que nous pouvons avoir bien sûr dans notre petite catégorie. Donc vous voyez, l'utile ici et l'important, ça va être quoi? Ça va être bien entendu d'avoir à chaque fois les différents éléments qui correspondent à la bonne police. Je vais par exemple vérifier apport en capital. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Ici par exemple, apport en capital. Voilà, on va le mettre comme ceci. Donc on a les différents éléments. Vous voyez, ça va vous permettre aussi de pouvoir restructurer l'ensemble de vos éléments. Alors, autre encaissement, est-ce que j'en ai d'autres? Voilà, donc ça c'était normal. Et enfin, on a les remboursements d'emprunt qu'on peut éventuellement avoir au sein de notre liste. Il suffit de les retrouver, voilà. Hop, je les sélectionne. Voilà. Donc on a à présent la bonne police. Vous voyez, l'utile dans tout ça, c'est d'avoir bien sûr les mêmes différents intitulés. Ensuite, je vais sélectionner toute cette partie-là et je vais mettre un format en euros. Voilà, tout naturellement. Une fois que j'ai fait ça, alors l'avantage, c'est comme il y a un plus ici et ensuite des moins pour tout ce qui est relatif au décaissement, on va avoir notre flux qui va se calculer de la manière suivante. On sélectionne le total et de cette façon-là, on a à chaque fois notre somme de flux que nous pouvons appliquer à notre fichier. Je le décale un petit peu de cette façon, voilà.
Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais faire pareil pour tout simplement la colonne 2025. Donc, je vais sélectionner ma formule ici et je vais la coller de cette façon-là. Pour l'instant, j'ai les mêmes éléments puisque forcément, je n'ai rien changé et mes plages étaient bien entendu figées. Mais qu'est-ce que je vais modifier? Je cherche 2025. 2025, c'est quoi? C'est l'année N-1. Ça veut dire que c'est une année en moins par rapport à notre référence initiale. Donc, je vais tout simplement soustraire 1 à ma ref année, comme ceci, donc ref année moins 1, et ici je me place à ref année moins 1, de cette façon-là. Et là, j'ai donc les encaissements clients, la somme de ces encaissements clients pour l'année 2025. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je replace mes formules comme il le faut. Voilà, je fais un petit clic droit à copier ma formule. Je vais mettre tout ça en gras et bien sûr en euros. Voilà. Et je peux à présent tout simplement faire une somme de ces différents éléments afin d'avoir mon reporting tout à fait propre. Voilà, de cette façon-là. Donc on a à présent répondu à la question de savoir où est-ce qu'on en était au niveau des différentes sommes de l'année. Maintenant, on va passer à la construction des différents mois de notre calendrier. On va démarrer ici donc en janvier au niveau des encaissements clients. Et qu'est-ce que je vais avoir comme formule? Je vais avoir tout simplement la même construction que tout à l'heure, mais en ajoutant une condition de mois. Donc, on démarre par quoi? On démarre par notre fonction désormais connue, SUMPROD. Là, qu'est-ce que je vais prendre comme critère? Le même que tout à l'heure, année, trans, date, comme ceci. Voilà, critère principal. Je ferme la parenthèse, égal à quoi? Ça doit être égal à la référence de l'année saisie par l'utilisateur. Jusque-là, rien n'a changé. Ensuite, et c'est là que ça va changer, je veux que le mois de référence corresponde à ce qu'il y a ici. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mois, comme ceci, de transdate, de cette façon-là. Je ferme la parenthèse et attention, petit piège, est égal à quoi? Je ne vais pas mettre égal au mois de janvier ici. Non, je vais mettre la référence de la colonne. Et je vais faire égal à quoi? Égal à colonne. Donc là, ça va me donner la colonne en question, donc le numéro de la colonne P. Et je vais soustraire 15. Parce qu'on est dans la colonne 16, il me semble. Et si je soustrais 15, je vais me retrouver avec le chiffre 1. Et le chiffre 1, ça correspond à quoi? Ça correspond au mois de janvier. Et de cette manière-là, lorsque je vais tirer ma formule vers la droite, cela va incrémenter le numéro de la colonne et on retirera toujours 15, mais du coup, ça me fera bien janvier, février, mars et ainsi de suite. Donc, moins 15, je ferme la parenthèse, deuxième condition, transdate, transcatégorie, pardon, pas transdate, transcat, ça va être égal à quoi? Ça va être égal, et ça, on garde la même référence que tout à l'heure, à K6 comme ceci, et bien sûr, on fige la colonne. Encore une fois, tout ça, c'est pour automatiser la saisie de cette formule. On la tapera une seule fois, et ensuite, on pourra la glisser là où on le souhaite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va sommer comme élément? On va sommer, bien sûr, les encaissements, donc ma référence trans-enc, comme ceci. Je ferme la parenthèse deux fois, je soustrais. Là, on a fait les encaissements. Donc, vous l'avez compris, on va faire la même chose maintenant, mais avec les décaissements. Donc, je retourne ici et je vais avoir quoi? Je vais sélectionner ma plage de données. Je vais faire un petit CTRL-C. CTRL-V. Voilà. On va avoir, allez, je vais un petit peu étirer ici la zone de formule. On aura quoi? On aura SUMPROD, année, transdate, ça va rester. Le mois, ça va rester aussi exactement le même. La catégorie, ça va rester la même, mais au lieu d'avoir transdate, transenc, pardon, je vais avoir transdec pour décaissement, vous l'avez compris. Donc on essaye toujours de garder la même structure, comme ceci. Si j'appuie sur Entrée, je vais à présent avoir 9 593,62 €.
Si maintenant, je tire cette formule vers le bas, je vais faire tout simplement copier, comme ceci, hop, et je la colle. De cette façon-là. J'ai des éléments qui apparaissent comme ceci. Donc je n'ai pas de paiement de fournisseur éventuel ici au niveau du mois de janvier. Donc qu'est-ce que je veux obtenir maintenant? Regardez, je vais faire un clic droit et je vais copier cette formule vers la droite. De cette façon-là, voilà, donc on a les différents éléments qui apparaissent. On fait pareil pour cette ligne-là. On copie. Je peux même tirer tout dans son ensemble, on ne s'embête pas. Et voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais comment vérifier tout cela? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire déjà une petite mise en forme. Je vais mettre voilà, tout ça en format euro. Et regardez, si je sélectionne la ligne en question, vous êtes d'accord avec moi, la somme des mois doit me donner la somme que j'obtiens ici en 2026. Et sur cette somme-là, donc de ma sélection, j'ai bien 68 678,90 €. C'est ce que nous avons ici. De la même façon, regardez, je prends cette ligne-là, j'ai combien? J'ai moins 5 948,86 €. C'est ce que nous avons donc ici. Et on va faire par exemple l'avant-dernière, allez. J'ai moins 67 791,78 et c'est bien ce que nous avons ici. Donc, nous avons bien sûr l'égalité en somme verticale, mais aussi horizontale. Maintenant, je peux copier-coller cette formule-là où je le souhaite. Voilà, sur mon tableau. On l'a bien standardisé. Donc, vous voyez là tout l'intérêt de bien préparer sa formule afin de ne pas s'embêter ensuite à devoir la répéter un nombre incalculable de fois. Voilà, et bien sûr, on va faire quoi? On va faire des petites sommes à chaque fois. Hop, encaissement, moins décaissement, on tire tout ça vers la droite. Voilà, on fait pareil pour ce flux ici. On tire tout ça vers la droite. Pareil ici. On tire tout ça vers la droite. Voilà, de cette façon-là. Donc là, on a à présent notre calendrier qui a été créé donc de cette façon-là. Et qu'est-ce que je vais éventuellement encore rajouter comme élément? Je vais prendre, alors regardez, je vais fusionner peut-être l'ensemble ici des différentes cellules et je vais faire par exemple quelque chose, un petit titre égal, j'ouvre les guillemets, état au 31/12. Et là, je vais rajouter, alors on va faire quoi? On va fermer les guillemets, je vais utiliser le petit symbole et on va rajouter la référence de l'année, donc ref année, comme ceci. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et regardez, j'ai les états qui se mettent de façon donc automatique par rapport à ce que l'utilisateur va avoir dans sa base de données. Voilà donc les différents éléments que nous avons ici en termes de formules. Donc pour cet onglet-là, on a automatisé notre tableau de trésorerie. Et on attaque maintenant avec la dernière partie de notre tutoriel qui va concerner la mise en place des différentes macro-commandes. Et pour ce faire, je vais me placer dans mon onglet ici de développeur et je vais cliquer sur Visual Basic de cette façon. Je me retrouve avec mes différentes feuilles actives et je vais intégrer ce que l'on appelle un module. Donc je fais un petit clic droit ici et j'insère mon module, donc module dans lequel nous allons avoir nos macro-commandes. Et je vais commencer par quoi? Je vais commencer bien sûr par rafraîchir mon fichier. Donc pour rafraîchir mon fichier, il faudra que je crée cette macro. Donc regardez, la voici, on va l'appeler rafraîchir. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir ici donc range de la feuille numéro 1 qui sera égale à la plage de la feuille numéro 2. Concrètement, qu'est-ce que ça va être? Regardez, ça va être tout simplement ce que nous avons créé ici, c'est-à-dire notre tableau de J à AA, comme ceci, donc l'entièreté, je vous le mets ici, je vous le surligne, l'ensemble de ce tableau-là, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à E6, V36 de la feuille numéro 1, c'est-à-dire tout simplement ce que nous avons ici créé comme intervalle de présentation. Pour l'instant, rien de compliqué. Une fois qu'on a donc cette sélection active, on va faire une copie de ce que nous avons dans la feuille numéro 2, donc de J3 à AA33. C'est-à-dire qu'on va copier
le tableau ici et vous l'avez compris, nous allons faire quoi? Nous allons nous placer ensuite ici dans la cellule E6 de la feuille 1, c'est-à-dire le début de notre tableau, donc E6 ici, et on va coller le tableau qui était initialement dans notre onglet de transactions. Donc voilà, et ensuite à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on va automatiser la largeur des différentes colonnes. Donc feuille 1, colonne GV autofit, ça veut dire que ça va tout simplement permettre aux colonnes d'avoir le bon format par rapport aux éléments qu'il y a dedans. Il n'y aura pas donc de problème de largeur avec des petits dièses qui vont apparaître. Donc voici notre première macro commande. Une fois que nous avons fait cette macro-là, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir une autre macro qui va tout simplement faire apparaître l'année précédente. Donc cette macro-là va ressembler à cela. C'est-à-dire tout simplement un masquage des différentes colonnes, car c'est comme ça que nous avons construit notre tableau-là. Regardez, feuille 1, if range B7 égale true. C'est quoi B7 de notre feuille 1? C'est tout simplement ici la case à cocher. C'est-à-dire, si l'utilisateur coche la case N-1, eh bien, il verra tout simplement apparaître le détail de l'année précédente. Souvenez-vous, le détail, c'est quoi? C'est cette colonne-là, 2025. Je retourne sur ma macro. Donc, si tel est le cas, alors on va tout simplement faire apparaître ces colonnes. Sinon, on va les masquer puisque l'utilisateur ne souhaitera pas faire apparaître notre colonne 2025 ou plutôt notre colonne d'année précédente. Macro finalement relativement simple à comprendre là aussi, ça n'est que de la mise en forme que nous mettons en place ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir le même système de fonctionnement, mais cette fois-ci avec les différents détails. Souvenez-vous, on peut aussi cocher la case détail, et la case détail, ça va être quoi? Ça va être de faire apparaître tout simplement ou non les différents mois de mon fichier. Donc je retourne dans ma macro commande et donc les détails comme ceci. Alors je vais sauter une ligne. Voilà. Ça va être quoi? Ça va se situer tout d'abord dans la feuille 1, donc with feuille 1. Ça veut dire que les instructions suivantes seront sur la feuille 1, sauf indication contraire. Range IJ égale true et range KV égale false. Else, range IJ égale false, range KV égale true. Donc, c'est tout simplement, dans un cas, on affichera le détail et dans un autre, on ne l'affichera pas, en fonction de la saisie par l'utilisateur. Et la saisie qui sera déterminée par quoi cette fois-ci? Qui sera aussi déterminée par la case à cocher que nous avons ici, regardez, B8 tout simplement, que l'on retrouve bien sûr en début d'instruction de notre macro commande. Donc si l'utilisateur va cocher cette case-là, alors ça sera true et dans ce cas-là, on affichera les éléments de détail. Dans le cas contraire, nous n'afficherons pas les éléments de détail, tout simplement. Donc, voici pour notre macro de détail. Maintenant, je continue avec quoi? Avec, je pense que vous l'avez compris, la troisième macro qui va apparaître ici au niveau des différents éléments à cocher ou à cliquer, ça va être l'impression. Et pour l'impression, regardez, on va mettre tout simplement une petite conditionnelle qui va se faire par rapport à quoi? Qui va se faire par rapport au format de la feuille. Donc ici, on a l'impression. Si ici, feuille 1.range B8 égale false, on retourne ici, qu'est-ce que c'est? B8, c'est le détail. Et quel va être l'élément déclencheur de cela? Si le détail est activé, alors il faudra plutôt imprimer votre rapport en paysage. Pourquoi? Parce qu'on verra qu'ici, il y a plus d'éléments à l'horizontale. Dans le cas contraire, alors on aura plutôt une feuille A4 à imprimer en format portrait. C'est là la seule conditionnelle que j'ai au niveau de mon impression. Donc if feuille 1.range B8.value égale false, alors, voyez ici, on imprime tout simplement en format portrait. Vous pouvez recopier ces instructions ou faire un enregistreur de macro lorsque vous imprimez. Vous allez vous retrouver avec les mêmes éléments ici et pouvoir modifier les différents petits détails. Et dans le cas contraire, on fera tout simplement une
orientation en format paysage. Donc voilà pour cette macro commande d'impression qui va être relativement importante. Macro d'impression va bien sûr affecter comme ceci en faisant un clic droit sur notre image, affecter une macro et on va tout simplement sélectionner imprimer de cette façon-là. Maintenant, si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Alors moi, j'ai le OneDrive qui s'affiche parce que je n'ai pas d'éléments, vous voyez? Et je vais me retrouver avec cette zone-là. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est tout à fait normal parce que nous n'avons pas encore appliqué les autres macro-commandes qui vont apparaître donc de façon automatique. Et pour ce faire, je vais me placer dans l'onglet Visual Basic, mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre les instructions ici dans mon module, je vais faire en sorte de les appliquer de façon automatique en me plaçant directement dans la feuille numéro 1. On va placer une macro qui va s'enclencher dès lors qu'il y aura un changement au niveau de ma page. Donc regardez à quoi va ressembler la macro que nous allons placer ici. Ça va être tout simplement une macro qui va être une macro d'événement. Donc, vous voyez la petite différence, Private Sub, Worksheet, Change. Donc, à chaque fois qu'il y aura un changement sur notre fichier. If Target Count large est supérieur à 1, on ne change qu'une cellule. Donc, je vous l'ai précisé ici. If not intersect target range E3 is nothing. Alors, c'est quoi? Range E3, c'est tout simplement ici l'année. Donc, conditionnel au niveau de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer tout simplement la macro commande. Donc, dès qu'on va modifier l'année, on va rafraîchir les données de notre fichier pour rappeler, bien entendu, les bonnes informations à afficher. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, on fait exactement la même chose pour les autres fonctions. Donc, une conditionnelle. Si on change B7 ici, c'est quoi B7? C'est tout simplement la case à cocher que nous avons là, c'est-à-dire l'année N-1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enclencher l'année précédente, c'est-à-dire la macro commande que nous venons de créer ici dans notre module numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr l'équivalent, c'est-à-dire si on modifie la cellule B8, c'est-à-dire la case à cocher des détails, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire appel à notre macro commande de détail. Concrètement, on a créé ici notre module qui va être quelque part notre bibliothèque de macros, mais l'enclenchement de ces différentes macros, la plupart, à l'exception bien sûr de la macro commande impression qui est affectée à un objet bien à part, l'enclenchement des autres macros va se faire via les événements que nous avons ici, dès lors qu'il y aura un changement sur les cellules bien fléchées que nous souhaitons sur notre fichier, c'est-à-dire tout simplement les différentes cases à cocher que nous avons ici. Donc voilà, ce que je peux éventuellement faire, c'est ajouter encore une petite liste déroulante ici. Donc on va aller par exemple dans Données, Validation de données, je sélectionne la liste et au niveau de la source, je sélectionne ici l'entièreté de mes différentes années. J'appuie sur OK de cette façon-là et regardez, je peux à présent modifier les années. 2025, je vois mon rapport qui apparaît de cette façon-là. Vous voyez, 2025-2026. Qu'est-ce que je constate? Je constate ici qu'il y a, vous voyez, un petit élément qui ne va pas. Pourquoi? Parce que normalement, je devrais avoir 2025-2026. Regardez, je vais retourner dans mon tableau. Nous n'avons pas automatisé ces données. C'est normal. Donc, il suffit de faire égal à l'année sélectionnée par l'utilisateur. Et à côté, comme il s'agit de N-1, on va faire égal la référence année ici, -1 de cette façon-là. Donc, automatiquement, on va avoir 2025-2024. Je n'ai pas dans ma base de données d'éléments qui datent de 2024. Regardez, si maintenant je change et que je prends du 2026, je vais avoir automatiquement mon tableau qui va apparaître de cette façon-là. Et si je le souhaite, bien entendu, je peux modifier là encore l'affichage des éléments. Voilà, de cette façon-là. Je peux remodifier les différentes années, comme ceci. Donc, vous voyez, on a 2025 qui s'affiche, 2026 de cette façon-là. Donc, voilà l'ensemble des éléments. Là aussi, je peux, si je le souhaite, enlever le quadrillage de mon fichier pour faire quelque chose d'assez propre. Donc, voilà votre tableau qui apparaît. Je peux, si je le souhaite, enlever, vous voyez, 2025-2026. Je peux là aussi enlever les différents détails pour appliquer une impression bien définie, voilà, de cette façon-là, comme ceci. Voilà, donc maintenant, vous pouvez modifier l'ensemble de vos éléments de trésorerie comme vous le souhaitez.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.